Bonjour à tous et à toutes. En tant que responsable de l'axe éthique publique, organisationnelle et professionnelle de l'IDEA, l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence midi aujourd'hui sur le thème Éthique et diversité, quels défis pour les organisations? J'ai le plaisir de vous présenter l'animateur de cette conférence, Alessandro Guillot. Après des études de premier et de deuxième cycle à Pise en Italie, il est allé faire un doctorat à Paris, à l'ESSEC, et a commencé sa carrière de professeur-chercheur en Australie à Monash University, avant de rejoindre en 2021 la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche actuels portent sur la sociologie de la profession comptable en général et plus spécifiquement sur toutes les questions qui sont en lien avec la diversité de genre, la diversité sexuelle et la diversité en termes d'âge dans les cabinets d'experts comptables. Il a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses innovations en matière d'enseignement, mais aussi pour saluer ses travaux de recherche, lesquels ont été publiés dans de nombreuses revues à comité de lecture au niveau international, dont, pour n'en citer que deux, Journal of Business Ethics et Critical Perspectives on Accounting. Il a en outre coécrit 2 livres de recherche et il est intervenu de nombreuses fois dans la presse écrite et à la radio sur des questions justement en lien avec les sujets de la diversité de genre et la diversité sexuelle dans les cabinets comptables. Vous pourrez consulter sa fiche biographique plutôt sur le site de l'IDEA, de même que celle d'ailleurs de nos 2 conférencières présentes, Maya Ostovar et Céline Manuel, sachant que malheureusement Nathaniel Morin a eu un empêchement de dernière minute, donc nous devrons compter sans elle aujourd'hui. Alessandro, je vais te laisser présenter à ton tour les 2 panélistes, mais auparavant, quelques petits détails logistiques. Cette conférence sera enregistrée et mise en ligne sur le site web de l'IDEA, sauf la partie questions-réponses de la conférence. Donc j'aimerais que vous reteniez toutes les questions que vous pourriez avoir pour la toute fin, c'est-à-dire les 30 dernières minutes de cette intervention. Euh, sur ce, bonne conférence à tous et Alessandro, je te cède la parole maintenant. Invitation. Je vais partager l'écran pour euh, euh, commencer. Alors, merci à tous et à toutes pour être à cet atelier de midi. Comme vous voyez, le titre de cet atelier est le suivant: Éthique et diversité, quels défis pour les organisations? Alors, on a de plus en plus ce débat entre est-ce que la diversité, c'est quelque chose qu'on doit poursuivre parce que ça va ajouter de la valeur en termes de business, en termes de chiffre d'affaires, en termes de la valeur de la diversité en termes d'hypothèses, ou parce que c'est bon en termes d'équité, de déontologie, même du, euh, du goal d'une entreprise. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit aussi avec les changements d'aujourd'hui, qu'il y a des défis en termes d'organisation formelle, c'est qu'on peut voir un peu plus dans des organisations un peu plus traditionnelles, comme peut être une banque, une institution financière au ministère, mais même dans des organisations plus informelles. Et on connaît très bien l'importance des réseaux sociaux en termes d'organisation, mais aussi en termes de la diversité. Et à ce sujet, on a vu dernièrement, à partir du printemps arabe jusqu'aux protestes jusqu'au présent, que ça forme des organisations de différents types. Bref, ce sujet, c'est assez passionnant. On l'a vu par le numéro d'inscrits, on l'a vu par la discussion qu'il y a de plus en plus. C'est genre un buzzword, c'est un mot qu'on entend tout le temps maintenant, diversité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on commence ce voyage à l'intérieur de l'éthique et de la diversité avec 2 intervenantes d'exception. On a avec nous Céline, qui est directrice principale Inclusion et Diversité chez Banque Nationale Canada, et je vais lui laisser bientôt la parole. Et aussi Maya, qui est cofondatrice de la campagne sur les réseaux sociaux Let Us Talk, et vous verrez, c'est aussi pas mal lié aux questions qu'on connaît. On voit maintenant aux protestes aussi de l'Iran, mais des sujets un peu plus, même plus grands que ça, et professeur à Galway en Irlande. Moi, comme vous avez vu, c'est Alessandro Guillot, et je suis professeur et collègue et voisin de bureau, c'est ici à ma droite de bureau de Marion. Bref, alors, au lieu de moi introduire Céline et Maya, je leur laisse la parole en leur demandant le suivant. Alors,
vous êtes ici, merci pour l'invitation, mais est-ce que vous pouvez vous introduire un peu pour l'audience, mais aussi qu'est-ce que ça signifie diversité pour vous? Et après, pourquoi c'est pertinent dans vos actions, dans vos sujets de recherche, dans vos actions dans le quotidien, etc. Alors, je commence avec Maya. Est-ce que tu peux t'introduire? Pourquoi diversité? Et après, je passerai la parole à Céline. Ok, merci. Bonjour tout le monde. M'avoir invité. Alors, je m'appelle Maya Ostovar. Je suis professeure de système d'information à l'University of Galway en Irlande. Dans mes recherches, j'ai déjà étudié les sujets de mouvements sociaux en ligne, et en particulier le mouvement des femmes iraniennes contre le hijab obligatoire en Facebook et aussi en Instagram. Aussi en tant que militant activiste féministe, je travaille sur le sujet des expériences de Maya, le son coupe un petit de peu. l'islam, du hijab. Par exemple, avec quelques uns. Ok. Je sais pas. Ça coupe encore ou... Maintenant, ça va, c'est mieux. Ok. Je continue, je ne sais pas, peut-être c'est à cause de Internet, je ne sais pas. Euh, alors oui, avec quelques amis, par exemple, on a lancé une campagne Let Us Talk, hashtag Let Us Talk, ou laissez-nous parler, pour encourager les femmes du Moyen-Orient et aussi de parler de cette expérience de l'islam, un peu à propos de l'introduction, mais la diversité pour moi, bien sûr, ça signifie accepter, accueillir des groupes et des personnes différentes et diverses. Mais aujourd'hui, je pense que, par exemple, dans les organisations, c'est plutôt à propos de chiffres, à propos de combien de femmes ou combien de personnes de différentes races, de races différentes existe dans une organisation. Mais pour moi, je pense que c'est la première étape. Un peu plus important pour moi, c'est que la qualité de vie et la qualité de conditions de travail pour les groupes différents, pour les groupes minoritaires, dans, dans les contextes différents, pour représenter les personnes diverses, les minorités dans une organisation, par exemple. Mais plus important, c'est la qualité de conditions de travail ou la qualité de vie. C'est pour ça que d'essayer d'améliorer cette qualité de vie pour les différentes minorités euh, qui, qui existent dans une organisation ou dans les contextes, par exemple, dans les autres contextes sociaux. Alors, c'est ça pour la première question. Merci. Merci beaucoup, Maya. Merci pour ton introduction et pour avoir partagé avec nous ton expérience. Je laisse la parole maintenant à Céline. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui se sont jointes à cette conférence. Donc moi, je suis Céline Manoël, je suis la directrice principale inclusion et diversité à la Banque nationale depuis un peu plus d'un an. Et à ce titre, j'ai le mandat de créer une culture inclusive. Donc pour répondre à Maya, c'est pas seulement c'est pas seulement que des chiffres, c'est vraiment des équipes diversifiées, certes, mais aussi une culture qui inclut tout le monde. Et puis c'est aussi un rôle d'appuyer les engagements de la banque, que ce soit aussi bien au niveau social qu'au niveau interne en fait vis-à-vis de ses employés, ou qu'au niveau même en fait de son impact en termes d'affaires. Alors qui je suis, tu nous as demandé de nous présenter puis de dire ce que la diversité
pourquoi c'était un sujet finalement qui nous intéresse. Donc moi, je suis issue d'un milieu assez modeste du nord de la France et j'ai pas mal grandi avec l'idée que la réussite scolaire, ça me ferait évoluer socialement. Donc ça m'a amené à avoir une formation d'ingénieur en TI, un parcours relativement traditionnel dans le milieu élitiste français, je dirais. Et c'est à ce moment-là, finalement, que la diversité est entrée dans ma vie. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner des jeunes en situation de handicap pour un camp de jour lors d'un emploi d'été. Je me suis retrouvée un jour sur un quai de gare à faire connaissance avec des parents et je leur ai demandé comment leur fils s'appelait. Et c'est ce fils qui m'a répondu. Il m'a dit: «Je m'appelle Sébastien et tu peux me parler directement». Donc j'étais très touchée parce que j'étais pleine de bonnes intentions. Puis finalement, j'avais fait preuve de préjugés terribles, vis-à-vis de ce jeune et cette expérience en fait et puis toutes les rencontres que j'ai faites lors de ces camps de jour, en fait, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a, d'abord amené à avoir un engagement communautaire en fait, auprès de jeunes et de personnes en situation de handicap à ce moment-là. Pour moi, finalement, la diversité, c'était au sujet des autres. En fait, c'était, rendre justice, puis reconnaître que, souvent, il y a des personnes qui sont exclues ou qui sont à la marge et puis qu'elles ont beaucoup à nous apprendre sur la vie, beaucoup plus qu'on ne peut le croire quand on a des préjugés. Donc ça a été le cas pour moi, ça m'a beaucoup appris et ces rencontres ont finalement donné un sens à ce que je voulais faire. Donc d'ingénieur TI, j'ai évolué vers des fonctions de ressources humaines, pour pouvoir me diriger vers un rôle en diversité et inclusion. Je me suis aussi formée sur le sujet parce que, les bonnes intentions, c'est bien, mais je m'étais rendu compte qu'en fait, ça suffisait pas forcément. Donc j'ai repris, quelques formations académiques sur le sujet. J'ai aussi eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays, donc j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu à Hong Kong, avant de me retrouver au Québec, en fait, il y a 3 ans. Donc ça fait aussi beaucoup d'expériences, beaucoup de continents, beaucoup de façons différentes, en fait, de voir les choses, y compris l'inclusion et la diversité qui ne se conçoit pas pareil, dans divers endroits du monde. Voilà, donc aujourd'hui, je suis fière en fait de représenter la banque et puis pour dire, du coup, c'est quoi la définition en fait de la diversité? Donc c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie pour éviter d'employer d'autres mots parfois pour désigner certains groupes. On dit: «Ah, je parle de la diversité», mais pour moi tout le monde est divers. Donc c'est l'affaire de tous, de toutes. La diversité, c'est tout ce qui nous différencie et puis ce qui est important donc, c'est aussi l'inclusion parce que c'est ça qui va nous permettre, d'accueillir les autres parce que ultimement, c'est bien ça qu'on cherche. Voilà. Super, merci Maya, merci Céline. On voit déjà des éléments qui ont des similarités, mais aussi des différences à l'intérieur des perspectives. Alors, le panel d'aujourd'hui, à partir de cette introduction, sera articulé à travers 3 arguments principaux et 3 sujets, 3 axes qui vont dans les prochaines 40 minutes. Alors, le prochain gros bloc dans le sens, qu'est-ce qu'on va voir? Le premier sujet qu'on analyse maintenant avec Céline et Maya est le suivant. Organisation et diversité. Parce que comme je disais tantôt, on a ce défi de voir comment la diversité est articulée à travers des différentes organisations, aussi bien formelles, si on peut utiliser ce type de mots pour simplifier, et comme une banque, institution financière, etc., tandis que versus des organisations plus informelles comme des réseaux sociaux. Bref, premier sujet en analyse, organisation et diversité. Et je vais poser une petite question à ce sujet, une question à Céline. Alors, pourquoi une banque qui a un but commercial, on peut dire c'est une organisation qui poursuit le profit et c'est bien encadré dans ça, dans l'économie et la société d'aujourd'hui, et devrait regarder au profit, on devrait regarder au profit, devrait regarder la diversité. Pourquoi la diversité est-elle importante dans une organisation telle qu'une banque, que si on regarde aux arguments de Friedman, devrait seulement poursuivre le profit et laisser aux actionnaires faire leur choix en termes de RSE, mais plus ou même qui s'applique aussi bien à la diversité. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre expérience? Quelle est ton expérience, Céline? Mon expérience, en fait, elle est que,
il n'y a pas une seule raison, puis une seule réponse. En fait, c'est tout un ensemble. Donc la diversité, tu vois, c'est important à plusieurs titres, en fait. D'abord, il y a des valeurs qui sous-tendent une organisation, même si effectivement, c'est une banque et puis son objectif, c'est le profit. Il y a une façon, en fait, de faire ce profit. Et puis, tu le fais avec un certain nombre de valeurs. Donc la banque a émis une valeur qui est que c'était l'humain d'abord et d'avoir un impact positif. OK, donc c'est pas juste un slogan, en fait, hein, c'est aussi, quelque chose qui devient une réalité. Puis c'est à plusieurs niveaux. Tu as déjà le niveau de tes employés, en fait. Les employés, ils travaillent pour la banque. Pour que ça fonctionne bien, il faut que les employés soient heureux de travailler à la banque. Les employés, qui vont être performants, qui vont réaliser, leur mission, doivent pouvoir être eux-mêmes, en fait. Doivent pouvoir travailler sereinement avec leurs collègues, doivent pouvoir, exprimer qui ils sont. Donc nos employés sont divers, parce qu'on vit dans une société qui est diverse. Donc on est le reflet de la société dans laquelle on vit. Donc on a tout type d'employés qui ont tout type de réalité, qui ont tout type de différences. Donc l'objectif, c'est que, les employés collaborent bien entre eux pour pouvoir être performants dans l'organisation, s'y sentir bien. Ça permet aussi d'avoir de la rétention, des employés qui restent dans l'organisation. Il n'y a rien de plus coûteux que de recruter de façon, permanente, surtout en période de pénurie de talent. Donc stabilité de l'organisation, développement des carrières, et cetera. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment quelque chose de vertueux pour les individus, que sont nos employés. C'est aussi quelque chose qui a du sens en termes d'affaires, parce que quand on dit qu'on vit dans une société, hein, la banque, ça vit pas en vase clos. On vit dans une société, qui sert des clients. Nos clients sont divers, OK? Donc nos clients doivent se retrouver aussi dans qui on est. Donc c'est juste la réalité du monde et on est aussi, une organisation privée, en fait, on est sensible à la réputation qu'on a. On est sensible à l'image qu'on a autour de nous. Donc faire les choses a un impact sur notre image. Je dis pas qu'il faut faire que de l'image, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis qu'effectivement, ça a un impact sur l'image qui on est. Et puis aujourd'hui, donc nous, on choisit en tout cas de se positionner dans une image, en fait, qui promeut la diversité, et l'inclusion comme des valeurs, qui vont être bénéfiques aussi bien donc, à nos employés, à dans nos affaires et puis dans le rôle social qu'on joue. On est une grande organisation, donc ça veut dire qu'on soutient aussi des causes, on soutient par la philanthropie, on soutient par des partenariats, on je pense on est une organisation suffisamment grande au Québec aujourd'hui, puis au Canada, pour que le comportement qu'on adopte dans notre rôle social, en fait, soit d'importance, dans les causes qu'il va soutenir et lui permet aussi de, nous faire avancer en tant que société. Voilà, donc je sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, il faut pas, choisir si c'est ou l'un ou l'autre ou enfin, c'est un ensemble, en fait, c'est un système tout ça, donc c'est bien en se positionnant dans le système que, on a un impact. Ouais, très intéressant. J'ai cette idée de système, mais j'ai un petit follow-up, une question du suivi, Mmh. comme ça, de curiosité. Tu as pas mal emphatisé le mot aujourd'hui. Et on a vu que la diversité a changé pas mal autour de temps, au moins ça c'est l'impression. Est-ce que tu trouves aussi qu'il a changé? Qu'est-ce qui a fait déclencher cette discussion à travers dans des organisations formelles, la discussion sur la diversité? Parce que si tu vois vraiment une différence, parce que comme tu disais aujourd'hui, ça m'a un peu posé la question. Moi, je disais aujourd'hui parce que, comme il y a un contexte social où en fait il y a de la demande, tu le disais, c'est un peu un buzzword, tu sais? Donc, il y a le besoin de répondre et de positionner et de faire savoir. Après pour des organisations, structurées puis grandes comme la banque, si on répond à la loi d'équité en emploi au niveau fédéral depuis des années et des années. Donc ça a été une façon, hein, tu sais, les législations, sont parfois
des acteurs de progrès, ou en tout cas lancent un certain nombre de sujets. Donc ça a été le cas, mais il y a longtemps. Donc je dirais, ce qui est intéressant, c'est d'avoir transformé quelque chose qui était une obligation réglementaire en une valeur d'organisation. Donc ça, c'est des changements qui ont eu lieu. Pour moi, le sujet n'est pas nouveau. Ce qui est plus présent aujourd'hui, c'est l'importance qu'on y accorde, les prises de conscience aussi qui se font, de se dire c'est plus quelque chose de secondaire dont la RH va s'occuper là dans un coin. C'est le sujet de tout le monde dans l'organisation, y compris dans les lignes d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qui se renforce et qui est plus récent à mon sens. Merci. Et comme disait Céline, on est en train de voir des changements. Des changements ont eu lieu. C'est un sujet qui était là, mais des changements ont eu lieu en termes de loi, en termes de valeurs. Et sans doute, les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle. Et du coup, je me tourne vers Maya. À ton avis, quel est le rôle que les réseaux sociaux ont joué et à partir de la diversité, comment les réseaux sociaux jouent un rôle à propos de la diversité et ils peuvent aussi dans le futur, parce qu'avec Céline, on discutait des changements culturels, sociaux. Sans doute, les réseaux sociaux sont même des acteurs qui, en soi-même, amènent à ce changement. Quelle est ton expérience? Oui, alors les médias sociaux, je pense qu'ils sont importants parce que à propos de la diversité, par les groupes divers, ils peuvent utiliser les médias sociaux pour faire leur voix entendre. Et cette voix, c'est important parce que cette voix, c'est une voix originale et authentique. Ce n'était pas comme ça, par exemple, avant avec les médias mainstream, les médias publics. Alors, les voix, par exemple, de groupes minoritaires, c'était passer à un filtre, c'était pas très original. Mais là, on peut accéder à la voix originale et authentique de différents groupes divers. Mais quand même, c'est pas assez facile, bien sûr, parce que pas tout le monde a la même voix dans les réseaux sociaux, par exemple. Les célébrités, les influenceurs, bien sûr, ils ont la voix plus forte dans les médias sociaux. Mais quand même, je pense que les groupes minoritaires, ils peuvent se trouver, ils peuvent créer leur voix collective en utilisant les médias sociaux. C'est pour ça que les réseaux sociaux ils sont importants. Mais bien sûr, il y a des problèmes, des difficultés avec tout ça. Parce que bien sûr, les différents gens, ils sont dans une echo chamber dans l'autre réseau sociaux. Mais quand même, par exemple, qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? On peut entendre de ça à cause d'un parti de réseaux sociaux parce que les gens, les Iraniens essayaient de faire leur voix entendre, par exemple, avec le hashtag Mahsa Amini. Ils ont trouvé les alliés dans les pays occidentaux, les célébrités, les artistes, pour écouer leur voix, pour, par exemple, pour faire le tweet, pour faire je sais pas, pour poster, pour publier quelque chose sur Instagram. Alors, c'est important d'être conscient qu'il y a des difficultés avec les médias sociaux parce que tout le monde, ils sont dans leur réseau, limités dans leur réseau. Mais si on a conscience de ça, on peut trouver quand même les autres nouvelles, les autres voix qui sont un peu différentes de nous dans les réseaux sociaux et essayer de aussi partager cette voix qui est un peu différente dans notre réseau parce que c'est important d'avoir différents alliés de groupes minoritaires. Alors, je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont en train de jouer
un rôle important pour les groupes minoritaires, pour avoir un voix originale, directe avec public. Et les médias grand public aussi, ils suivent les réseaux sociaux pour créer les nouvelles. Alors, bien sûr, je pense que c'est important, mais c'est important de savoir aussi les difficultés de, de, des réseaux sociaux. Merci. Et je suis un peu curieux, comme pour Céline, j'ai aussi une petite question pour toi à suivre. Tu as lancé ce hashtag Let's Talk à propos des femmes éligibles en Iran. Comment vous êtes arrivé? Vous nous partagez avec nous l'expérience à faire, parce que quand même a eu pas mal de succès, a été repris par plein de même médias mainstream, comme tu disais, c'est même des journaux américains, etc. Comment vous êtes arrivé à faire émerger et sortir de votre bulle dont tu parlais avant, qu'en anglais on dit echo chambers, de petites chambres où on reste? Comment vous êtes arrivé à faire passer ce message de là et à l'extérieur avec votre hashtag et votre mouvement social? Alors, je pense que c'est important de créer cette voix collective. Si tu peux créer cette voix collective dans les réseaux sociaux, alors c'est possible de partager cette voix plus forte. Alors, par exemple, avec les Talk, qu'est-ce qui se passait? On pouvait engager les femmes différentes, les Iraniennes, mais aussi les femmes d'autres pays d'origine musulmane, parce que c'était quelque chose de leur expérience et qu'elles avaient expérience et elles voulaient parler à propos de ça. Alors, si on peut trouver un sujet qui est assez émotionnel et assez proche de leur vie, je pense qu'on peut engager les gens et on peut trouver ce voix collective qui est essentielle pour les campagnes comme les Talk ou les hashtags comme ça. Et bien sûr, si cette voix c'est assez forte, normalement, on voit que les médias grand public, les médias mainstream, ils veulent aussi de créer les nouvelles sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, je vais partager. On a eu des super points de vue de la part de Céline et Maya en termes de qu'est-ce que ça veut dire diversité dans des différentes organisations, comment ça peut être évolué, qui a été toujours un peu là, mais qui est quand même maintenant est de plus en plus en évidence parce que des changements ont eu lieu, parmi lesquels des voix émergeaient, comme disait Maya, et les réseaux sociaux vraiment permet dans certaines fois aux voix d'émerger, comme on voit aussi dans le cas maintenant en Iran. Mais à partir de ça, maintenant on va au deuxième des trois blocs qu'on a aujourd'hui. Quand même, il y a des dilemmes. Et quand même, ça, on est aussi dans un séminaire d'éthique, du coup, il faut avoir des points d'intérêt pour tout le monde et des personnes qui sont intéressées à l'éthique et à la diversité. Et c'est en réalité, c'est vraiment un sujet assez passionnant et dont la recherche n'est pas encore hyper développée. Il n'y a pas 10 000 articles non plus. Du coup, des points de vue plus pragmatiques peuvent être utiles. Alors, le prochain sujet qu'on va analyser avec Céline et Maya est vraiment, est-ce qu'il y a de la tension entre l'éthique et la diversité? Alors, je demanderais, dans ce cas-là, je pose plus ou moins la même question. Je commence avec Céline, après on va avec Maya. Est-ce que vous voyez des difficultés organisationnelles concrètes en termes de dilemme éthique, de conflits de valeurs quand on parle de diversité? Et si vous avez des exemples concrets, des vécus, des expériences que vous avez vues dans votre expérience dans la banque ou dans les plusieurs jobs que vous avez eu avant ou dans tes recherches, Maya, n'hésitez pas à les partager. Vraiment, je vous demande sont les dilemmes éthiques que vous voyez quand vous abordez l'idée de diversité.
Céline, je vous laisse en première. Alors, moi, je voulais l'aborder sous deux aspects. Le premier aspect, c'est un dilemme finalement qui est assez personnel, mais qui parlera peut-être aux personnes qui ont immigré dans leur vie. C'est celui de dire, quand on est une personne nouvelle dans un pays et dans une organisation finalement, on a toujours le souhait, qui est un sentiment humain assez fort, hein, on souhaite se sentir inclus. On a envie de s'intégrer dans le nouveau pays où on arrive. Donc quelque part, on a envie de se conformer à des codes qui sont des codes locaux. On a en tout cas besoin d'en maîtriser un certain nombre pour pouvoir interagir dans la société, travailler et puis faire sa vie. Et puis par ailleurs, on souhaite aussi garder son identité puis ses racines. Et en fait, le dilemme que ça peut apporter, surtout quand on travaille en inclusion et diversité, c'est qu'on est à la fois en train de vivre, d'un point de vue personnel, le fait de vouloir s'intégrer, et puis le fait de prôner la valeur que représente la différence. Et ça, je pense que d'une façon générale, toutes les personnes en fait qui sont amenées à vivre, évoluer dans une société, dans une organisation ou dans un groupe avec lesquels elles ont des différences, que ce soit de leur origine culturelle ou que ce soit une autre différence, mais en fait ça crée un sentiment finalement toujours d'être à la fois fier d'être différent ou différente, et puis néanmoins d'avoir envie d'être inclus, voire intégré. Et ça pour moi c'est un dilemme qui ne se résout pas complètement en fait. C'est une forme de dualité avec lesquelles beaucoup d'individus vivent, et puis ce qu'on cherche à réaliser, c'est de se dire que on peut être inclus sans nier finalement ses racines ou ses différences en fait, et donc Hem, que vivre avec les autres et dans une société ou un groupe majoritaire qui est différent de celui, heu, qui est le nôtre, ne veut pas dire nier forcément nos différences, nous ni minimiser ces différences, ce que beaucoup de monde peut avoir tendance à faire. Donc voilà, donc ça c'est un dilemme qui est plus personnel en fait, mais qui est, je pense, très présent derrière qui on est, qui sont les individus. Puis moi, j'essaye toujours de comprendre, en fait, quelle est l'histoire des personnes, l'histoire des individus, l'histoire des organisations, l'histoire, des sociétés, hein, en fait, dans lesquelles on vit, parce que ça explique. En fait, ça résout pas, mais tu sais, ça donne des clés de compréhension, en fait, de qui sont les autres et puis du coup de comment les personnes peuvent vivre ensemble. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième dilemme en fait qu'on peut rencontrer en organisation, en fait, c'est effectivement de se dire, comment on va à la fois allier un aspect qui est d'employé avec un aspect d'affaires, comme tu le présentais très bien au début en fait, heu, comme si c'était incohérent, alors qu'au contraire, pour moi, c'est pas vraiment un dilemme, c'est plutôt indissociable. Donc imagine, tu veux embaucher des personnes d'une certaine communauté. Comment tu peux dire: «Je vais vous embaucher», si par ailleurs, les mêmes personnes, quand viennent te voir pour une hypothèque ou tu vas leur dire: «Non, non, on va pas prendre ce risque-là, votre profil, je sais pas, ça ne nous convient pas, on va pas vous donner d'hypothèque». C'est comment on peut faire, enfin décorréler en fait finalement les 2, c'est impossible parce que du coup c'est incohérent. Puis pour moi, ce qui fonctionne principalement pour s'améliorer en termes d'inclusion, c'est vraiment de réussir à être cohérent. En fait, c'est que, tu vas pas présenter un discours à un certain moment d'une façon et puis être complètement incohérent dans ce que tu es capable d'amener de l'autre côté. Et ce qui est complexe ensuite
dans une grande organisation, c'est que il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de monde. On est presque 25 000 employés, donc ça se situe dans des équipes très différentes les unes des autres, dans des aspects qui sont abordés de façon très différente. Donc du coup, amener de la cohérence d'ensemble là-dessus, ça peut être un défi parce que c'est plus juste un processus RH ou voilà, c'est vraiment une vision stratégique qui doit faire que n'importe qui, quand il réfléchit à construire une solution, un produit, un service, n'importe quoi, se pose la question de savoir si ça va convenir à tout le monde, s'il va être capable dans l'offre qu'il fait de s'adapter à des différences, et de le prévoir, j'ai envie de dire, un peu par design. Donc voilà, ça mais pour moi, c'est pas un dilemme, même si ça peut sembler quelque chose qui pourrait l'être. Pour moi, et c'est pas non plus un conflit de valeurs, mais ça crée des défis d'exécution. Très bien, merci, merci vraiment. Ces deux dilemmes que tu as montrés sont vraiment assez évidents dans le sens que sont présents dans nos quotidiens, mais on les voit peut-être pas toujours. Et même penser à comment le design d'un produit, c'est bien au-delà que seulement embaucher les différentes personnes qu'on voit très souvent dans les rapports annuels. On a le 30% de femmes et 5% de personnes d'origine autochtone. En revenant au premier point sur l'identité et la différence, tu m'as fait penser aussi à ce qu'on dit très souvent en anglais, je pense qu'on dit aussi en français. Qu'est-ce que c'est la différence entre diversité et inclusion? Diversité, c'est inviter quelqu'un à danser. C'est inviter quelqu'un à un party. Inclusion, c'est inviter quelqu'un à danser. Mais même maintenant, on ajoute l'idée de équité. L'équité, ce serait aussi l'idée d'avoir, chacun peut avoir peut danser dans la piste de danse qu'il préfère, il ou elle préfère. Parce que si j'ai pas envie de danser Bruce Springsteen, moi, j'avais envie de danser avec Kylie Minogue, je dois avoir cette idée. Et ça amène un peu à votre discussion de différence et intégration, qui est un dilemme très important. Merci. Et Maya, à ton avis, qu'est-ce que tu vois dans ton expérience comme dilemme? Alors pour moi, une difficulté très importante, c'est que normalement, les groupes minoritaires, ils sont considérés comme un groupe homogène. Alors, bien sûr qu'il y a les différences dans un groupe. Il y a différents groupes, il y a différentes personnes. Par exemple, en tant qu'une personne originaire du Moyen-Orient, d'origine musulman, je vois parfois que, par exemple, les gens immédiatement me placent dans une certaine catégorie avec une certaine attente. Alors, c'est un peu difficile d'imaginer que, OK, ce groupe-là, c'est un peu, il y a de différents groupes minoritaires dans ce groupe minoritaire. Oui, alors, par exemple, moi, comme une personne qui vient, comme une femme qui vient d'Iran, j'ai une expérience différente de vivre, par exemple, avec les règles islamiques ou avec les jobs d'une personne d'une personne musulmane qui habite dans un pays occidental. C'est important de aussi entendre les expériences différentes. Par exemple, les expériences comme les femmes iraniennes ou les femmes qui habitent dans d'autres pays, pas les pays occidentaux. Parfois, par exemple, pour moi, si je veux partager, par exemple, mon expérience de job, c'est un peu difficile parce que ça peut considérer comme politiquement incorrect. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des groupes différents, des individuels différents dans un groupe de minorité, dans un groupe divers. Il faut considérer ça. Et l'autre difficulté, le deuxième mot, c'est la langue. Par exemple, mon français, c'est pas assez bien. Mais aussi, l'autre difficulté, c'est qu'il y a des concepts, il y a des choses
qu'on n'a pas, par exemple, en français, en anglais, les mots pour ça. Par exemple, maintenant, la police du hijab, après ce qui se passe en Iran, je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà la police du hijab. Mais avant ça, si je voulais expliquer auquel il y a ce type de police en Iran qui, si tu n'es pas couverte proprement, ils peuvent t'arrêter, ils peuvent te battre, ils peuvent te tuer, même comme un mini. Alors, il y a des choses comme ça, il y a des concepts qu'on n'a pas un mot commun pour ça. Et c'est un peu difficile d'expliquer parce que c'est un peu difficile d'imaginer pour une personne qui n'a pas d'expérience de ce concept. Alors, c'est une difficulté que je ne sais pas comment on peut résoudre, mais il faut considérer tout ça, que les expériences des groupes qu'on considère comme un groupe peuvent être différentes. Alors, oui, par exemple, pour moi, je vois beaucoup de fois que les gens pensent que je suis, par exemple, musulman ou je viens de ce pays. Et ils ont certaines attentes de moi ou de mon expérience qui n'est pas nécessairement correcte. C'est les deux difficultés que je pense que c'est très important à propos des groupes divers. Merci beaucoup, Maya. Alors, on arrive à la fin du deuxième bloc. On a eu Céline et Maya nous ont donné plein de points de vue intéressants pour des recherches, pour des réflexions en termes de différents. Céline à propos de différence et intégration plutôt que de produits versus l'embauche. Maya à propos de la langue, expression des éléments et aussi à l'intérieur de différents groupes minoritaires. Par exemple, moi, je fais rechercher à propos des LGBT. C'est toujours compliqué s'il parle des LGBT parce que tu veux refaire ressortir cette fois, mais même à l'intérieur de la communauté LGBT, les personnes lesbiennes, bisexuelles ou qui ont trans ont eu des vécus différents et du coup, il y a vraiment des tensions et des réflexions à ce sujet. On passe maintenant au troisième et dernier bloc avant d'ouvrir aux questions. Le troisième et dernier bloc que je voudrais discuter, en parler avec Céline et Maya. Peut-être cette fois-ci, je commence avec Maya. Quels sont les défis de la diversité? Alors, on peut chercher de monter ce sujet tout au long de la discussion d'aujourd'hui. On a commencé avec les organisations, des dilemmes, et maintenant on arrive au dernier point, un peu plus compliqué, mais qu'on doit absolument chercher d'adresser ou de au moins réfléchir. Alors, Ayaan, tu as dit que tu es originaire de l'Iran, tu as vécu longtemps à Paris, maintenant tu habites en Irlande, tu travailles pas mal avec des mouvements sociaux musulmans. Ayaan, de l'expérience dans différents contextes. À ton avis, Maya, quel est le rôle des valeurs? Parce que les valeurs, c'est notre sujet clé dans la discussion éthique, dans la diversité. Je te laisse, je termine le partage d'écran. Et Oui. à ton avis, Alors, quel est le rôle des valeurs dans la diversité? Alors, un problème difficile pour moi, c'est, je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais c'est exactement les valeurs parfois contradictoires parce que quand, quand on pense ou quand on parle des groupes différents, des groupes divers, bien sûr, ils viennent de cultures différentes avec les valeurs différentes. Et ces valeurs, ils peuvent être contradictoires. Bien sûr, une solution qui les gens promeuvent beaucoup, c'est qu'il faut respecter toutes les différences et toutes les cultures. Et bien sûr, il faut respecter, il faut tolérer les différences. Mais quand il y a les valeurs contradictoires, par exemple, dans une organisation, il faut faire quoi? Parfois, on pense que, par exemple, il faut faire de sérieux compromis sur notre propre valeur pour respecter les valeurs des autres.
C'est un peu difficile, je sais pas, j'ai pas la réponse pour cette question, mais il faut étudier cas par cas sur cette question. Mais je pense que quand même il y a certaines valeurs qu'il faut respecter dans presque tous les contextes. Les valeurs, c'est un peu difficile de dire ça, mais il y a des valeurs, par exemple, universelles. Par exemple, égalité entre hommes et femmes, je pense que c'est une valeur qu'on peut dire que c'est une valeur qu'il faut respecter. Alors, s'il y a des cultures, il y a des groupes qui pensent que l'homme est supérieur aux femmes, il faut respecter ça ou il faut résister ça, il faut essayer de changer ça. Parce qu'avant, normalement, les activistes, les militants, ils pensaient que, OK, s'il y a des choses comme ça, il faut changer. Il faut essayer de changer ça. Mais maintenant, c'est plutôt à propos de respecter toutes ces différences. Mais je pense que s'il y a des choses comme ça dans une culture, au lieu de respecter, il faut essayer de changer, il faut essayer de parler de ce problème. Par exemple, comme j'ai dit, comme l'égalité entre hommes et femmes, on a aujourd'hui ici dans les pays occidentaux parce qu'avant nous, il y avait des gens qui essayaient de changer les cultures sexistes. Alors, la question de valeur, c'est assez important. Il faut penser au moins de valeurs contradictoires comme ça. Par exemple, quelles valeurs il faut respecter, quelles valeurs il faut résister ou il faut essayer de changer ou au moins de parler de tout ça. Oui, alors pour moi, c'est vraiment un grand challenge, un grand problème, mais j'ai pas une réponse pour ça. Alors, pour moi, c'est intéressant de savoir votre avis, par exemple, de Céline, de voir des exemples par exemple, dans les organisations pour les cas comme ça. Merci, Maya. Alors, je passe tout de suite la parole à Céline. La question aussi sur les valeurs et aussi sur les conflits entre diversité et gestion. Et on peut aussi élargir, on a à l'intérieur des organisations plusieurs éléments. Vous avez mentionné production de produits comme hypothèques, etc. Même comment on va mesurer ça. Alors, quelle est votre expérience, Céline? Oui, je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que disait Maya. Je pense que il y a un défi dans les sujets d'inclusion et diversité d'être quand même d'être subtil, en fait. Hein. C'est vrai que ça, il y a parfois, tu vois, même dans un rôle comme le mien, des personnes qui viennent nous voir, qui nous exposent une situation, puis qui nous disent: «Bon alors, c'est quoi la réponse? C'est quoi la solution?» Et puis après on nous dit: «Ah bah, est-ce qu'on pourrait faire un guide qui décrirait toutes les situations, puis qui nous dirait qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois?» Puis en fait, c'est toujours plus subtil, c'est toujours plus compliqué d'une certaine façon que ça, parce qu'il existe comme une infinité de situations, et puis pour moi, il y a pas de réponse toute faite. Alors pour donner des exemples, le principe d'inclusion, c'est d'avoir des personnes diverses qui donc peuvent avoir des opinions diverses, qui donc peuvent avoir des valeurs diverses et le principe de l'inclusion, c'est de les respecter. Mais c'est vrai que les respecter jusqu'où, en fait? Parce que, à partir du moment où effectivement ça rentre en contradiction avec les valeurs de quelqu'un d'autre, ça pose, un certain nombre de défis. Alors prenons un exemple, on a un employé, qui est gay, qui travaille avec une collègue dont la religion interdit l'homosexualité et puis elle refuse de travailler avec lui parce que c'est contraire à ses valeurs. Puis nous, on a envie à la fois de dire: «Bah, on a envie de respecter tes croyances religieuses, ça t'appartient, mais on respecte aussi tout à fait l'homosexualité de notre autre collègue». Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait?
avec ça? Parce qu'il y a pas une diversité qui est plus importante qu'une autre, il n'y a pas de hiérarchie, en fait, à positionner. Donc ça amène des dilemmes complexes. Autre exemple, on a un candidat, qui postule sur un poste et puis qui nous fait part, du fait qu'il est autiste. OK? Puis une gestionnaire qui refuse de l'embaucher. Puis elle refuse pas de l'embaucher, pas parce que l'autisme lui pose vraiment un problème, c'est qu'elle a déjà un enfant qui lui-même est autiste, puis qu'elle vit cette situation au quotidien. Puis elle nous dit: «Non, mais je sais ce que c'est l'autisme. C'est pas que j'ai un préjugé, c'est je le vis déjà tous les jours. Puis pour moi, ça va être trop lourd de le vivre et à la maison et au bureau». OK. Donc ces situations, voilà, qui sont des exemples, en fait, de défis qu'on rencontre, puis on me dit: «Bon alors, qu'est-ce qu'on fait?» On impose l'employé à la gestionnaire, on leur impose de travailler ensemble, pour moi, la solution, puis je sais pas, c'est Maya, c'est à chaque fois, c'est de dire: «Bah, est-ce qu'on peut s'asseoir?» Puis nous, on a la chance, j'ai envie de dire, de pouvoir se rattacher aux valeurs de l'organisation. Il y a 3 valeurs dans l'organisation, dont une, c'est la complicité. OK, donc je peux aller voir mes employés, puis il y en a une autre, c'est le pouvoir d'agir. Dire: «OK, donc sachant que le cette valeur de complicité, on demande à tous nos employés de l'avoir, puis qu'on vous demande à tout le monde d'avoir votre pouvoir d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire là, par rapport à la situation qui est présente, pour vous respecter? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer qui pourrait fonctionner pour vous et puis qui pourrait fonctionner pour l'organisation, en se rattachant à ces valeurs de l'organisation sur lesquelles vous n'avez pas le choix. Puis c'est ce que, Maya a pas forcément, en fait, dans un contexte international, avec des pays, des cultures différentes, on n'a pas de valeurs communes là qui ont été écrites et approuvé quelque part, ce qu'on a la chance d'avoir dans une organisation. En disant: «Ben, quand tu as signé ton contrat de travail avec nous, tu t'es engagé quelque part à respecter ces valeurs». Donc on peut se raccrocher à ça et puis on ne peut pas ne pas les respecter. Donc qu'est-ce qui f comment est-ce qu'on peut être à la fois dans le respect de ce à quoi tu crois, mais en étant dans la complicité dans notre monde professionnel? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Puis en fait, quand on ramène des employés, alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais c'est ce qu'on essaie de faire, de dire: «Bon, bah, si on vous responsabilise là dans la recherche d'une solution qui pourrait être respectueuse de vous 2 et qui pourrait convenir, qu'est-ce que vous avez à nous proposer en fait?» Hein, et en fait, on met à contribution les individus dans la recherche d'une solution, et puis là, bah, il y a des pas qui se font, il y a de l'écoute qui se fait, on s'entend, on se respecte et puis on évolue et puis on cherche à trouver une solution. Donc ça c'est le premier point. Après tu me demandais en fait, quels défis on pouvait avoir dans l'organisation, puis par rapport aux décisions de gestion. Pour moi, on a toujours un enjeu en fait dans l'exécution. C'est travailler sur les sujets d'inclusion et de diversité, c'est souvent faire des changements. On a un groupe d'employés, les individus sont ce qu'ils sont, ils ont eu leur vécu, ils ont eu leur éducation, chacun a son histoire, je dirais, en dehors de la banque et puis, ramène tout ça dans l'organisation et puis, on se dit: «Bon, bah, faut s'aligner sur un certain nombre de valeurs». Donc ça veut dire que, bah, il y a potentiellement un certain nombre de changements à faire et pour faire ces changements, l'enjeu, ça va être que les individus peuvent avoir une capacité limitée à absorber des changements. Puis on rentre comme en compétition avec d'autres changements. On a un changement parce que maintenant il faut travailler de façon hybride. C'est complètement différent. On a eu des enjeux avec la Covid et cetera. On a des enjeux avec la pénurie de main-d'œuvre. On fait face à de l'inflation. On fait face à voilà. Donc tout un ensemble de dimensions qui, au final, vont demander aux gestionnaires, aux employés de s'adapter, d'évoluer et puis, il y a un moment, ça fait beaucoup de changements. Donc, hem, on est obligé, parfois, de prioriser, de prendre conscience du fait qu'il y a une capacité limitée des individus à évoluer et on le sait, hein, c'est pas, avec une petite capsule de 5 minutes qui va vous dire: «Oh, les biais inconscients, c'est ça, attention, soyez-en conscients», qu'on va
effectivement amener des personnes à être capables de gérer des situations comme celle que je décrivais tout à l'heure, ou qui demandent toute une approche pour savoir accompagner des situations plus complexes. Donc ça prend du temps. Et puis, voilà, on a pour moi ce défi d'exécution dans les organisations, de se dire, il y a un moment, on peut pas changer tout le monde sur tout. On peut pas passer des semaines entières à envoyer des gens vivre des expériences qui vont les transformer dans leur approche, et cetera. Donc, il faut choisir, et ça fait que parfois on n'est pas aussi rapide que ce qu'on voudrait, si on pouvait se consacrer uniquement à cet enjeu-là et mettre toute notre énergie là-dessus. C'est un sujet dans un ensemble et donc ça fait pour moi que ça peut ralentir en fait, certains changements. Voilà. J'avais encore un autre défi, je sais pas si on a encore du temps ou si tu préfères qu'on avance, mais Ah, on a encore du temps. On adore les défis et ça donne d'accord. vraiment des éléments concrets et je pense que l'audience veut OK. bien entendre. Allez, vas-y. Alors d'accord, donc un autre défi, c'est, on parlait tout à l'heure de la législation. Donc, le fait, tu vois, de devoir rendre compte, puis tu en parlais, les entreprises publient des rapports avec des chiffres. Donc c'est quand même la loi qui nous a pas mal amené là-dedans. Et puis ça, c'est à la fois positif et puis à la fois, il y a des aspects, qui peuvent être plus négatifs. La loi d'équité en emploi, elle a désigné des groupes. Et puis dans la façon dont elle a désigné ces groupes, déjà structurellement, elle a posé des différences, elle a posé des barrières. Hein, on a défini, il y a le groupe des femmes, il y a les communautés et les peuples autochtones, puis il y a les minorités visibles. Minorités visibles étant globalement tout ce qui n'est pas blanc ni autochtone. Et donc ça a été défini comme une opposition. Et puis, Maya le disait tout à l'heure, ça met ensemble en fait dans une espèce sous une bannière et une étiquette commune, de réalités qui n'ont absolument rien à voir entre quelqu'un qui va être, effectivement noir, né au Canada depuis, toujours, avec quelqu'un qui a immigré d'Afrique l'année dernière, quelqu'un qui est, d'origine asiatique, peut-être qu'il est né en Asie ou peut-être qu'il a toujours vécu aussi au Canada. Donc en fait, ça mélange plein d'enjeux, qui n'ont rien à voir et puis ça veut dire qu'on essaye parfois d'appliquer des solutions communes à des enjeux qui sont complètement différents. Parce que l'origine des difficultés qui peuvent ou des obstacles qui peuvent être rencontrés par chacune de ces personnes n'a pas forcément grand-chose à voir avec les autres. Donc à l'origine, le fait d'avoir des chiffres, c'est quand même positif. Puis, c'est ce que faut se mesurer pour savoir. Donc il y a un moment, ça permet d'analyser, ça permet de rendre compte, ça permet de dire: «J'en suis où moi par rapport à la réalité de notre population? Comment ça se fait que j'ai tel écart ici?» Donc ça donne de l'information qui est quand même très intéressante. Ça permet d'aller à la recherche, de potentielles discriminations, d'écarts, de biais qu'il peut y avoir dans un processus en disant: «Mais comment ça se fait que, quand je compare, les salaires des hommes, les salaires des femmes, est-ce que c'est égal ou j'ai un écart? Il se passe quoi dans mon système si j'ai un écart?» Donc si tu as pas de données, tu peux pas le mesurer. Donc en fait, ça factualise des perceptions, puis ça permet de dire: «Eh, regardez, c'est pas une perception là. C'est ce qu'on vous dit là, c'est un fait. Il y a de la donnée, puis ça corrobore ou ça ne corrobore pas». Donc mais pour moi, c'est quand même très important. Puis et du coup, la loi nous a amené ça. Donc ça nous a permis d'avoir une connaissance fine, de faire un suivi, mais la façon dont ça a été fait, puis alors la façon dont les groupes ont été faits, tu sais, ça date. C'est quand même assez ancien et ça aurait pu être, tu sais, ça pourrait peut-être se renouveler,
maintenant et nous permettre d'aborder les choses peut-être de façon un peu plus inclusive. Merci beaucoup, Céline, surtout quand vous parlez de chiffres en tant que professeur de comptabilité. Je vois, je vois comme, et si je peux mentionner Heinz en 98, disait vraiment comme la comptabilité crée une réalité. Et c'est pas seulement dans le monde financier, mais sans doute on voit de plus en plus dans le monde de la diversité et dont on voit encore pas trop de recherche dans le monde de la comptabilité. Mais du coup, avant d'ouvrir aux questions, comme il y a pas mal de chercheuses et chercheurs aussi dans l'audience, mais aux personnes qui sont intéressées au sujet, qui voudraient investiguer davantage. Seulement pour terminer, avant de ouvrir au public, je demande à Maya d'abord, après Céline. Est-ce que vous avez des pistes de recherche en termes de diversité éthique que vous voudrez voir dans les prochaines années ou que peuvent avoir lieu à partir de votre expérience? Du coup, quelles sont des pistes que vous conseillez aux collègues, chercheuses et chercheurs dans l'audience ou au public en général à propos de diversité et éthique? Ok, pour moi, je pense il y a pas mal de recherches déjà sur la diversité, mais la plupart de recherches sur la diversité, c'est sur les aspects positifs ou par exemple comment la diversité influence positivement la performance d'organisation ou des autres aspects différents d'organisation. Alors, c'est déjà très bien, mais je pense qu'on a déjà parlé à propos de défis et difficultés de la diversité, c'est aussi bien de faire des recherches sur les défis, par exemple, les expériences différentes de la même groupe de diversité, les choses comme ça, les recherches plus qualitatives sur les expériences vécues des groupes minoritaires. Au lieu de juste davantage d'avoir la diversité dans l'organisation, parce que bien sûr, c'est positif. On a déjà accepté ça, on a déjà dans la même page, on sait ça, mais à part de ça, quel est les défis, quel est le problème de diversité? Merci Maya. Et Céline, qu'est-ce que tu en penses à propos, qu'est-ce que tu voudrais voir comme nouvelle recherche? Parce que moi, ce que j'aimerais voir, en fait, c'est qu'est-ce qui permet finalement de créer une identité commune? C'est comment des personnes qui, certes, ont des différences, mais se créent entre elles un sentiment d'appartenance et puis il y a des études, en fait, qui ont été faites qui montrent que c'est beaucoup dans l'adversité, qu'en fait, les gens se regroupent, en fait, imagine je sais pas, il y a plein de personnes qui sont, différentes et puis, qui ont des enjeux dans le vivre ensemble et cetera. Mais par contre, leur équipe nationale de soccer, je ne sais pas quoi, a une grande victoire et puis là, tout le monde se sent uni par rapport à son pays, en fait. Donc qu'est-ce qui fait qu'on se sent uni derrière une identité, autre que l'adversité, pour pouvoir, en fait, créer ce sentiment du «nous», malgré ses différences ou avec ses différences. Voilà, ça c'est un sujet qui m'interpelle. Merci, merci. Et maintenant, on a eu plein de sujets, plein d'éléments, plein de dilemmes à propos de l'éthique en termes de diversité et de l'expérience de vécu à travers de différentes organisations et avec des éléments assez intéressants pour une discussion. Du coup, je laisse la parole au public. On a une vingtaine de minutes, 15-20 minutes pour des questions de la part de l'audience. N'hésitez pas, il n'y a jamais de mauvaises questions, il y a seulement de bonnes questions.
Super, merci. On est arrivé à la fin de cet atelier. Je fais un petit wrap-up, après je passe la parole à Marion parce qu'elle va annoncer un super atelier qui va bientôt se passer à l'Institut d'éthique. Si je dois dire une petite phrase pour conclure ça, je la prends de Céline, c'est ensemble de dimensions. Certaines fois, je pense à qu'est-ce que ça m'a marqué. Ensemble de dimensions, pourquoi? Type d'organisation, formelle, informelle, conflits personnels, professionnels, on a vu avec le cas, par exemple, de l'autisme. Les valeurs et la langue, comme disait Maya, à travers comment on exprime certaines valeurs, à travers quelle langue, mais comment on fait passer le message, mais aussi les organisations, comment on gère le but du profit à l'intérieur de la diversité, mais aussi à l'intérieur de la diversité, comment on va introduire la diversité dans le personnel, aussi bien que dans les produits, aussi bien que dans nos activités. Bref, une ensemble de dimensions qui soulèvent des questions éthiques assez complexes qui ont été sans doute déjà un peu adressées, mais qui demandent de plus en plus de la recherche, demandent de plus en plus de l'implication. Et une chose que vraiment, j'espère, on va vraiment retenir, c'est la passion de Céline et Maya. Et malheureusement, Nathaniel ne pouvait pas être avec nous, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Elle a aussi une passion énorme pour ce sujet. Et j'espère vraiment que ce sujet va de plus en plus être au cœur des différentes organisations, que ce soit structuré, formel, informel. Merci encore et je passe la parole à Marion pour les 2 dernières minutes et pour la surprise du prochain atelier. Je me joins à Alessandro pour remercier Maya Ostovar et Céline Manoël de la Banque nationale du Canada pour leur intervention de grande qualité et pour l'effort qu'elles ont fait de susciter des questions de recherche qui, je l'espère, seront vraiment précieuses pour ceux d'entre vous dans l'audience qui sont étudiants ou chercheurs et qui vous intéressez à la jonction entre les difficultés qui sont liées à la thématique de la diversité dans les organisations formelles et informelles et les enjeux éthiques et comment est-ce qu'on pourrait donc multiplier les recherches qui sont à cette intersection-là. Et j'en profite pour vous annoncer le prochain atelier de l'Institut d'éthique appliquée pour ce qui est de l'axe éthique professionnelle, publique et organisationnelle. Ça aura lieu le 20 octobre à midi, comme d'habitude, sur une durée de 90 minutes. Et le sujet, ce sera la profession comptable et la responsabilité sociale des entreprises, avec des panélistes très variés, mais dont en particulier 2 invités de l'université University of Central Florida à Orlando. Les pauvres, ils se remettent lentement de l'ouragan qu'ils viennent d'essuyer il y a peu. Mais ils seront quand même, ils ont confirmé leur présence parmi nous donc le 20 octobre et ils nous parleront du rôle parfois un peu trouble ou ambigu que joue la profession comptable dans les rapports de divulgation volontaire en matière de RSE des organisations en Amérique du Nord et partout ailleurs dans le monde. Merci à tous, bonne fin d'après-midi. Je précise que je couperai au montage la partie questions-réponses, puisque pour des raisons de confidentialité, on n'a pas fait signer à chacun l'autorisation de divulguer vos noms, donc ça sera coupé au montage, soyez sans crainte, et mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut. Bonne journée. Merci, bonne journée.